Ceci est le podcast The Gang of Witches, présenté par Sabrine Kasbaoui. Mettez tous vos sens en éveil, l'esprit des sorcières arrive à vos oreilles. Le sabbat, c'est par là. Gang of Witches. Bonjour chères sorcières, bienvenue dans le podcast de Gang of Witches. Je suis Sabrine Kasbaoui et je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette pleine lune de guérison. À l'approche du solstice d'hiver qui nous invite à l'introspection, j'ai la joie immense de recevoir une femme merveilleuse, devenue une amie et une sœur, Capucine Lafay-Aymard, dont j'ai fait la rencontre en février dernier et qui contribue, avec beaucoup d'autres, je l'évoquerai plus tard, de transformer ma vie. Bonjour Capucine. Bonjour Sabrine. Je suis ravie de t'accueillir dans ma bibliothèque joyeusement bordélique. On enregistre exceptionnellement à la maison. C'est un podcast un peu plus intime que d'habitude. Capucine, tu es une passeuse-chanteuse, tu vas nous expliquer ce terme, artiste-compositrice, exploratrice de la voix, coach en maïeutique vocale. Tu organises des cercles de chant spontanés depuis 2017 et tu vas faire paraître en mars prochain un ouvrage intitulé La voix de l'invisible, contes et chants du chaman intérieur, aux éditions Très Daniel, à 4 mains, avec Anne-Laure Cabos. Capucine, tu chantes depuis toujours, mais tu as vécu une première vie professionnelle dans le milieu du documentaire audiovisuel avant de te consacrer entièrement à la voix de la musique. À travers ton parcours, nous parlerons ainsi de liberté et de la beauté d'arpenter sa propre voix. Alors, pour commencer, j'avais envie de peut-être de revenir un tout petit peu sur ton parcours et cette transition de vie qui t'a amené en fait à vivre pleinement la voix du chant. Ouais, alors donc moi j'ai commencé en tant que réalisatrice de documentaires. J'étais en freelance pour la télévision. Et c'était fabuleux, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des personnes passionnantes. Et en même temps, je sentais bien que c'était pas ma passion. Et je me rappelle très bien, un jour, j'étais en tournage à Madagascar avec Justin Valli, qui est un musicien merveilleux malgache, que je suivais justement en retour dans son village natal. Et je me souviens être avec le cadreur de l'époque dans mon équipe. On était en train de filmer Justin sur un magnifique rocher devant une prairie, enfin non pas une prairie mais un sublime paysage malgache, des hautes terres là au centre du pays. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'être là derrière la caméra, j'ai envie d'être devant alors pas forcément chanter devant la caméra, mais de chanter, quoi. Parce que lui, il chante magnifiquement. Et je me suis dit, mais non, je peux plus, quoi. C'est plus possible. J'ai envie de chanter, de vraiment descendre dans ce chant que je sens sourdre en moi depuis longtemps. C'est un pari courageux et nécessaire en fait. T'avais besoin de suivre ta voix et tu chantes sur scène et tu composes depuis près de 8 ans maintenant. Est-ce que tu pourrais me parler d'une de tes chansons et de comment tu l'as écrite ? Oui, de plus en plus, les chansons arrivent comme ça et j'aimerais que ce soit toujours le cas. C'est des chansons qui me sont données, en fait. C'est pas je me pose sur ma table et j'écris, mais c'est plus des cadeaux. Et l'une des chansons qui, pour moi, est la plus belle dans sa naissance, en tout cas, ou dans sa conception, quand elle m'est arrivée, c'est celle qui s'appelle Les Pélicans. Qui est écrite en anglais, avec un peu de français, un peu d'espagnol, que j'ai reçue au Mexique, en fait. J'étais dans une maison qu'on m'avait prêtée au bord de l'océan Pacifique, qui s'appelait Los Pelicanos, les Pélicans. Et mais ça, je l'ai découvert après, d'ailleurs, je ne savais pas. Et j'étais toute seule, justement, pour écrire des chansons. Et une nuit, en fait, je fais un rêve très beau, où je me sentais très, très bien, où je vole parmi un clan de 11 pélicans. Et on est, je me rappelle très bien, dans ce rêve, on est une ligne de pélicans, à file indienne plutôt, on dit a line en anglais, mais c'est une file indienne de pélicans qui volent en file indienne, et on est par groupe de 4, 4 et 3. Donc 4, 4 et 3, ça fait 11 pélicans. Et je me sens très bien dans ce rêve, je me sens à la fois indépendante, autonome, et dans le clan, dans la communauté, ce qui est pas facile pour moi, donc je me réveille avec un bon sentiment vraiment de bien-être,
de liberté intérieure et de connexion, de reliance. Et puis, moi, j'adore voir le soleil se lever, alors je me dépêche d'aller sur la plage, voir le soleil se lever, je rentre dans l'eau, je me baigne et je commence à voir le soleil poindre à l'horizon sur la mer, sur l'océan. Et là, je sens tout d'un coup que j'ai besoin je dois lever la tête et je lève les yeux et je vois 11 pélicans passer au-dessus de moi, 4 et 3. Et je crois que j'ai pleuré sur le coup, pleuré de gratitude et vraiment de grâce, en fait. Et puis après, en rentrant dans la maison, je me suis dit, bon, là, je vais écrire les 11 pélicans. Et la chanson m'est venue au cours des jours suivants, à regarder les pélicans qui volaient sur l'océan d'une manière majestueuse, magnifique, très inspirante. Et pour moi, c'était vraiment comme un cadeau de l'océan, quoi. Ouais. Et quand je la chante, et c'est drôle parce que mes chansons sont simples, hein, j'ai pas fait le conservatoire, donc mes chansons, elles font, elles ont 4 accords, elles sont toutes simples, mais je la trouve très belle. C'est comme si elle venait pas de moi. Enfin, voilà, c'est une chanson. Pour moi, c'est une chanson de guérison, de l'eau, de l'océan, du vol en soi, voler comme un oiseau libre. On va l'écouter. Oui, avec plaisir. Pelicans, pelicanos, les pélicans. By 4, 4 and 3 they fly. A file of 11 pelicans sliding by. J'aurais voulu être un oiseau, un pélican. Their eyes independent eye, just like a fish swimming in the sky. We are the guardians of the ocean. Mon dernier documentaire, je crois que c'était fin 2016, et du coup, en 2017, c'est venu un peu, en fait, naturellement. Tout ce que j'aimais dans ma vie, toutes les activités qui me mettaient en joie se sont comme agrégées ensemble, se sont rassemblées, et j'ai trouvé cette proposition du chant spontané au tambour chamanique. Pour moi, c'est un tambour, qui a vraiment cette dimension chamanique. Et voilà, toutes ces activités sont agrégées, et du coup, les cercles sont devenus, ont rapidement pris, finalement. Alors justement, comment t'as découvert le chant spontané ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors le chant spontané en soi, réellement, je l'ai découvert avec Christophe Boyer, qui enseigne le chant spontané depuis, je pense, 15-20 ans à Paris. Peut-être 15 ans, je ne saurais pas dire exactement. Et d'ailleurs, je pense que la formulation de chant spontané vient de lui, ou de quelques autres en France. En tout cas, c'est vraiment une discipline entre guillemets, une pratique en tout cas occidentale. Et j'ai découvert donc avec Christophe Boyer. Moi, j'avais beaucoup travaillé l'improvisation avant avec Jean-Yves Pénafiel, qui est un homme metteur en scène, écrivain de théâtre, chanteur que j'adore, qui m'a beaucoup appris. Et mais le chant spontané, c'était encore un peu autre chose. Il y avait encore moins de règles que dans l'improvisation. Encore qu'entre Jean-Yves Pénafiel et Christophe Boyer, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Il y a quand même une grande liberté dans les deux, et c'est ça qui m'appelait avant tout. C'est vrai, quand j'ai découvert cette liberté de chanter sans aucune règle, en fait, finalement, ça m'a tout de suite énormément galvanisée et puis inspirée, et puis je pense que c'est assez merveilleux de voir tout ce qui peut sortir de nous sans ça nous surprend, en fait. Ça, je pense que je préfère dans les cercles, c'est cette surprise qu'on peut avoir, quoi.
Nous avons vécu avec les autres membres du gang l'expérience de l'un de tes cercles de chant spontané. On en écoute un petit extrait. Je vous propose, quand ce sera le moment pour vous, simplement de venir sur un expire, celui le prochain, ou un peu plus tard, déposer les vibrations, les lèvres closes, mais les mâchoires détendues. Voilà, les lèvres closes pour commencer, pour vraiment intégrer ce son dans le corps de résonance, dans ce corps de contrebasse, ce corps de temple. On va faire résonner le son à l'intérieur. On va fermer la bouche pour commencer. Voilà, en bourdon intérieur, sans aucun effort, sans tension. La pure vibration qu'on vient déposer sur l'expire. Allez, on peut commencer en gardant les lèvres closes, les mâchoires détendues, commencer à laisser la voix naviguer, danser entre le grave et l'aigu et le grave, là où le corps est appelé à résonner. Alors justement, comment ça... Explique-moi un petit peu ce que c'est un cercle de chant spontané, qu'on puisse représenter ce que tu fais à ce moment-là. Alors, un cercle de chant spontané tel que je le propose, c'est un cercle où on commence déjà par fermer les yeux, assis par terre, en cercle. Je commence à frapper le tambour chamanique, donc il y a une grande place dans mes cercles. Au tout début d'ailleurs, il n'était pas là, et c'est ensuite assez rapidement il est devenu complètement indispensable. C'est ton compagnon? C'est vraiment mon compagnon. Ouais. C'est vraiment mon compagnon. Je l'emmène partout maintenant. Et c'est vraiment ce qui me permet, et les gens me le disent, c'est ce qui permet d'induire un état de conscience modifié. Alors c'est une transe très légère, mais c'est très simple. Je veux dire, s'il y a rien de plus simple, c'est comme une berceuse ou un chant répétitif. Ça induit une détente, et du coup on est moins dans son mental, on est davantage dans son corps, et du coup beaucoup plus disponible à ce qui se présente. Et donc voilà, donc je commence mes cercles toujours avec du tambour que je fais résonner, et puis j'accompagne les personnes dans justement une descente en soi, déposer son poids dans la terre et descendre dans son ventre, dans ses entrailles, où pour moi se situe la source du chant, du souffle, de l'inspiration. Et du coup, peu à peu, je nous amène, parce que je m'inclus dans le cercle, je nous amène à simplement accueillir les chants qui nous traversent. Et je pars du principe qu'ils ont un peu comme on aurait comme une rivière souterraine qui coule sans arrêt en fait en nous, et une rivière pleine de chants, infinie. Et puis il y a juste à
à l'écouter et à la goûter et puis à la partager et il y a toujours un chant qui se présente si on veut bien écouter et puis le tenir délicatement dans ses mains en fait hein. C'est vraiment une question de grande écoute de soi mais écoute, c'est pas une écoute de soi, de son mental bien sûr, c'est une écoute de la vie qui coule en soi, une écoute de son corps, des sensations de son corps et puis une écoute de la vie qui coule autour de nous, de l'énergie qui passe, une écoute des autres, de l'énergie qui nous relie aussi. Donc c'est beaucoup comment je sens l'autre, comment je sens le groupe, quel champ CHAMP énergétique, magnétique se crée entre nous. Ouais, c'est très subtil. Hein. Oui, oui, c'est très subtil et ça apprend beaucoup sur les rapports humains. Comment on interagit et le chant spontané justement, pour moi c'est une voie merveilleuse pour être en relation d'une manière différente, enfin être libéré du mental et pouvoir appréhender et accueillir et rencontrer l'autre au-delà du mental. Et vraiment du coup sans jugement. Alors bien sûr, oui, parfois le jugement revient, le mental pointe son nez, mais on est souvent la plupart du temps quand même dans une grande ouverture, une grande tolérance et une grande envie de rencontrer l'autre, quoi. Et c'est là qu'on voit qu'on a un tel élan de vouloir se rencontrer, chanter ensemble et s'unir en fait. Oui. Ouais. Et est-ce que c'est aussi l'expérience d'être en reliance sans le contrôle en fait, dans le non-contrôle? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, ouais, tout à fait. Le contrôle, oui, sans le contrôle du mental. Oui, c'est lié au mental. Ouais, tout à fait. Il n'y a plus de contrôle et en même temps, c'est pas que je vais complètement, être complètement perméable et m'ouvrir. Alors je m'ouvre. C'est pas de la fusion non plus. Non, voilà, c'est pas de la fusion non plus. C'est pour ça que c'est intéressant parce que justement, je travaille sur ce côté fusionnel. Parfois, je vais voir, je vais proposer des duos chantés et je vais voir deux personnes qui vont commencer à chanter ensemble et qui vont se suivre exactement, complètement, toujours sur les mêmes notes. Je leur dis, mais essayez de rester sur votre voie, donc deux chemins parallèles et parfois vous vous rencontrez. Mais restez aussi sur votre singularité, votre voie. Et ça, c'est très intéressant de voir ça. Mais donc, c'est lâcher le contrôle du mental et en même temps, quand on est vraiment dans son être, déposé dans son être, c'est ce qui... En fait, c'est vraiment... j'ai envie de dire... comme ça qu'on a besoin d'être dans cette disposition physique, émotionnelle, spirituelle, pour chanter spontanément. Quand on n'est pas dans le contrôle du mental, on n'est plus dans le contrôle du mental, mais... on est en même temps dans l'alignement, dans l'écoute du corps, donc vraiment aligné, déposé en soi. Et dans cet alignement, du coup, quand on est en fait déposé dans son corps, j'ai envie de dire, rien ne peut nous arriver. On ne peut pas nous atteindre si on est bien dans son berceau intérieur. Moi, j'aime parler du berceau du bassin, parce que c'est nos fondations, le fondement de notre être. Si on est dans ses os, dans son squelette, dans son corps, à moins que quelqu'un ait une arme, enfin, je veux dire, on peut pas recevoir de mauvaises intentions ou de quoi que ce soit. Si on est dans son être, on est protégé. Oui. Voilà, tout simplement. C'est pour ça, je pense que j'aime tellement le chant, c'est que ça m'oblige, j'aime pas ce mot-là, mais ça m'invite constamment et ça m'engage à être dans mon corps. On peut pas chanter sans être dans son corps. Oui, bien sûr. Alors, après, on peut chanter de plein de façons différentes. Sans être attentif à son corps, en tout oui, cas. c'est ça. Et on peut aussi chanter en étant dans son corps, sur une technique très huilée, et être beaucoup dans la technique. Mais ça, c'est pas non plus ce qui m'intéresse. C'est pour ça que j'aime tellement le chant spontané. C'est d'être dans son corps, mais d'une façon ouverte, disponible à ce qui va nous traverser. Donc, c'est plus grand que nous qui nous traverse. Ouais. Voilà. Ouais, Et donc, du coup... c'est pour ça que le répertoire c'est très intéressant, mais le chant spontané, du coup, c'est vraiment j'accueille plus grand que moi. Je ne sais même pas ce qui vient et ça j'allais dire ça m'appartient pas, mais c'est la vie quoi. Et donc c'est un cadeau qui me traverse et moi juste j'accueille, je reçois et parfois je comprends. En fait, il y a rien à comprendre, il y a juste à vivre. Voilà. C'est une expérience pure quoi. Oui, c'est vraiment de l'expérience pure. Ouais. Je vous propose d'écouter maintenant un court extrait de l'un de tes chants spontanés, Capucine, où tu t'accompagnes d'une kalimba. Hey,
Let her go, let her go, God bless her. Let her go, let her go, let her go, God bless her. Let her go, let her go, let her go, let her go. Mais est-ce que tu as eu dans ton expérience personnelle des moments où le chant a accompagné la guérison de ton corps, par exemple, ou enfin, tu avais évoqué certains détails avec moi. Ouais, on peut en parler peut-être. Enfin, où vraiment tu as vu que le chant accompagnait ton corps aussi. Et permettait une catharsis de ce point de vue-là. Oui, moi je parle plus de guérison que de catharsis, mais c'est cathartique, bien sûr, les cercles. Je crois que depuis que je chante spontanément, je me suis laissée imprégner par le chant spontané, et le chant spontané régulièrement, en fait, j'ai envie de dire, est un soutien presque au quotidien. J'aimerais même qu'il soit plus parfois, laisser la porte ouverte de plus en plus, encore plus. Mais c'est un soutien quand des émotions, je me laisse trop emporter par les émotions, par exemple. Je vais pouvoir appeler le chant ou l'accueillir. Je sais quand je fais des rituels, le chant vient tout le temps, ça c'est sûr, et je fais de plus en plus de rituels. C'est quoi pour toi un rituel ? Pour moi, un rituel, c'est par un geste et par un engagement corporel de tout mon être. Je vais poser une action. Pour moi, les rituels sont les gestes les plus simples. C'est surtout une intuition. J'aime qu'un rituel, comme un chant spontané, finalement, me vienne comme ça. Et j'ai eu plusieurs fois des rituels assez forts, même dans des moments de vie assez durs et douloureux. Et notamment un moment, je sais pas si je peux t'en parler, tu vois, je te l'avais déjà raconté, et je pense que ce rituel, en fait, c'est très intime ce que je vais partager, et en même temps j'ai à cœur de le partager parce que je pense que ça peut inspirer d'autres femmes sur ces moments qui ont besoin justement de rituels et de pouvoir digérer ça et le vivre autrement, plus en harmonie avec la nature, en cohérence, en alignement de soi. Il y a une dizaine d'années, j'ai subi une IVG, en fait, que j'ai pu faire heureusement chez moi, par voie médicamenteuse. Et en fait, j'ai senti, j'ai eu l'élan de recueillir le sang au moment où, bien sûr, il y a l'hémorragie le sang qui s'écoule et l'œuf qui tombe. Et j'ai recueilli un peu de sang et l'œuf, cet œuf de ce fœtus qui allait venir, que je pouvais pas accueillir dans ma vie. Et j'ai tenu ce fœtus, j'ai pris cet œuf dans ma main.
Voilà, c'est tout petit, hein, ça a quoi, 2 cm de diamètre, même pas. Et je l'ai vraiment rencontré. J'ai vraiment rencontré... je l'avais rencontré, bien sûr, il était déjà en train de pousser dans mon ventre, mais là, je l'ai rencontré et vraiment, je lui ai demandé pardon de devoir m'en séparer. Et voilà, je l'ai aimé pleinement. Et le lendemain, je suis partie au bois, dans la nature. J'ai laissé un grand chêne très, très grand, très fort, très soutenant, un grand chêne me choisir, et je suis allée enterrer cet œuf au pied du chêne. Et bien sûr, j'ai chanté quand j'ai enterré l'œuf. Et j'ai vraiment eu vraiment le sentiment que je déposais. C'est comme un bourgeon. On m'avait offert une fleur dans mon ventre, et j'ai dû détacher ce bourgeon et le rendre à la terre parce que j'étais pas en capacité de l'accueillir dans ma vie. Mais pour moi, c'était vraiment comme si je rebouclais la boucle et je respectais ce cycle de la nature. Voilà, et je souhaite à toutes les femmes, si elles sentent que pour elles c'est juste de faire comme ça, de vraiment vivre, de trouver un rituel en tout cas pour vivre au mieux une IVG, parce que c'est pas rien. Et voilà, et pour moi, du coup, grâce à ça, cette IVG reste un bel enseignement pour le coup. Et un rituel initiatique. Initiatique, et on voit que le chant, à cet endroit, t'a à nouveau accompagné. Tout à fait. Comme sur tout le reste de ton parcours, en fait. Dans les cercles de chant, comment ça se passe quand tu es face à des voix blessées ou des corps blessés? Comment c'est possible de les accompagner à cet endroit, où le chant est peut-être pas évident, comment ça se passe? Je dirais d'abord tout corps est blessé et tu disais corps blessé et voix blessée? Oui. Ouais, c'est ça. Pour moi, tout corps et toute voix sont blessés quelque part. Être humain, c'est être blessé, tu vois. Et donc, alors, c'est à des degrés divers, mais ce qui me vient tout de suite là, les mots qui me viennent, c'est tendresse et délicatesse. Et j'ai envie de dire que dans les cercles, ce qui est fort, c'est pas que moi, bien sûr, c'est le cercle énergétique, donc le champ énergétique, CHAMP, que l'on crée dans le cercle. Le cercle, c'est vraiment un dispositif hyper puissant, en fait, où l'énergie, du coup, circule comme dans un vortex. C'est un vortex, en fait, de souffle. On le sent avec voilà, le son, exactement. Au début, souvent, je parle de vortex. Donc, le vortex du souffle, le vortex du son, du chant qui nous enveloppe, qui nous imprègne. Et rien que ça, c'est déjà une guérison en soi. Et donc, comment, j'accueille comme je peux, parce que je suis quelqu'un de blessé qui se soigne et qui guérit comme elle peut. Donc, je pense, j'accueille autant que je peux, quoi, aussi, autant ouverte que possible. Ce qui me touche toujours, c'est d'entendre que les personnes parlent beaucoup de bienveillance et de confiance et ça me touche toujours énormément. Et d'ailleurs, ça ne tient pas qu'à moi, c'est que j'ai la chance à chaque fois, et à chaque cercle, je me le dis, j'ai vraiment la chance d'accueillir des personnes merveilleuses dans mes cercles. Et en même temps, j'ai envie de dire, toute personne est merveilleuse. C'est ça qui est fabuleux, c'est que le chant spontané nous permet je pense, de faire ressortir le meilleur de soi. Voilà. Même si parfois ça va être un chant qui est pas forcément harmonieux, qui est même rauque, qui est peut-être violent, qui est peut-être dur à entendre, peut-être qui va même déranger ou qui est dissonant. Voilà, dissonant, qui va déranger, qui va même vraiment hérisser les poils de certaines personnes, parce que justement le chant fait son œuvre. Et il le fait pas toujours dans la douceur et le bien-être, parfois, le bien-être corporel, parfois c'est dissonant et ça vient nous travailler dans les profondeurs et c'est pas forcément agréable, quoi. Mais ça fait son œuvre. Ouais. Et maintenant, les pensées écoféministes de Jeanne Burgard-Goutal.
Retrouvons à présent notre chroniqueuse, la philosophe Jeanne Burgard-Gouttal, autrice de l'ouvrage Être écoféministe, théorie et pratique, paru l'année dernière aux éditions de L'Échappée, et qui a publié aussi le mois dernier un roman graphique illustré par Aurore Chapon et intitulé Resisters aux éditions Tana. Jeanne, après Maria-Mise, tu vas nous faire découvrir une nouvelle penseuse écoféministe. C'est à toi. Trouver sa voix, changer de voix, avoir voix au chapitre, faire entendre de nouvelles voix. Dans ce thème de la voix, abordé aujourd'hui par Sabrine Kasbaoui et son invitée Capucine Lafay-Aymar, j'entends teinter l'écho de questions clés de l'écoféminisme. Qui a droit à la parole? Qui se tait ou qui fait-on taire? Qui peut se faire écouter et pour dire quoi? Avec quels mots? Quelle langue? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Et pourquoi n'existe-t-il même pas de mots? Cette question de la voix, au-delà du chant, c'est donc la question du langage, des mots, du silence, des dits et des non-dits. C'est une question à la fois intime et éminemment politique. Après tout, quand on dépouillera les élections au printemps 2022, on comptera les voix. Parmi les penseuses de la galaxie écoféministe, l'une de celles qui s'est le plus emparée de cette question, c'est une poétesse, logique. Cette poétesse se nomme Susan Griffin, et son œuvre majeure, Woman and Nature, parue en 1978, vient enfin d'être traduite en français par Margot Lowers. Woman and Nature, c'est une immense expérimentation littéraire. Foisonnante, exigeante, décoiffante. C'est un acte magique, une brillante mise en œuvre prémonitoire de ce qu'écrira Starhawk 4 ans plus tard dans Rêver l'obscur. Je définis la magie comme l'art de changer la conscience à volonté, écrit-elle. La conscience donne forme à la réalité donne forme à la conscience, le langage donne forme à la conscience, et utiliser le langage pour donner forme à la conscience est une branche importante de la magie. Rien ne change en effet, si la forme, la structure, le langage ne change pas aussi. Les noms que nous choisissons, le langage que nous parlons ont du pouvoir. Pour travailler la magie, commençons par fabriquer de nouvelles métaphores. Cette citation de Starhawk n'est pas juste une belle déclaration abstraite, des paroles en l'air, des mots qui claquent dans le vent. Les semaines dernières encore, j'ai eu d'énièmes exemples de son actualité brûlante, lors de tables rondes où plusieurs fois, des personnes présentes dans le public ont exprimé leur malaise ou leur colère face aux mots du langage courant que j'employais. Par exemple, j'avais dit « homme » et « femme » et une personne queer m'a reproché ces mots. J'avais dit « sud » et une personne racisée a protesté contre cette appellation. J'avais dit « prostitution » et une travailleuse du sexe m'a mise en garde contre les confusions. J'avais dit « nature » et un philosophe a contesté ce mot, porteur d'une vision eurocentrée et dépassée. J'ai bien senti, à chaque fois, à quel point la langue ordinaire, le vocabulaire, la grammaire usuelle, sont pollués par des biais pensés ou impensés, des présupposés hérités, des rapports de pouvoir. À une lettre près, la nomination est une domination. Dans la Bible, c'est d'ailleurs Adam seul, sans Ève, qui est chargé de nommer les plantes et les animaux. Mais alors que faire? Se taire? Ce n'est pas le parti pris de Susan Griffin, loin de là. Dans chacune des 400 pages de Woman and Nature, dans chaque ligne, chaque mot, transparaît une conscience aiguë de ces enjeux de pouvoir, de magie et de transformation qui nichent au cœur du langage et de la voix. Dès la dédicace du livre, elle écrit « Ces mots ont été rédigés pour celles et ceux d'entre nous dont la langue n'est pas entendue, dont les mots ont été volés ou effacés, celles et ceux qui ont été dérobés de leurs paroles, qu'on qualifie d'aphones ou de muets, jusqu'aux vers de terre, jusqu'aux crustacés et aux éponges, pour toutes celles et ceux qui parlent leur propre langue. L'enjeu est clair. Contre la monopolisation de la parole par les voix dominantes, estampillées légitimes, contre la réduction au silence des dominés, redonner voix, faire entendre ce qui est tu, ceux qui sont tu. Dans la préface, Griffin raconte comment est née chez elle cette vocation de porte-parole. Au début des années 60, écrit-elle, j'avais lu avec admiration le désormais classique Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Lors de petites réunions informelles, tenues dans nos salons, nous nous sommes mis à parler honnêtement de nos frustrations et de nos déceptions. Nos confessions sur le fardeau sans fin des tâches domestiques, ou sur l'éducation des enfants, ou la discrimination que nous rencontrions sur nos lieux de travail, ont préparé le terrain pour d'autres récits, de viol ou d'avortement, que nous avions jusqu'alors trop honte de partager. Peu à peu, notre apparente complaisance s'est évanouie. Sur les fondations de cette honnêteté partagée, au fondement de nombreuses perceptions transformatrices et d'idées novatrices, j'ai commencé à réfléchir et à écrire sur mon expérience de femme d'une manière nouvelle. Cette libération de la parole, qu'on évoque beaucoup aujourd'hui, ces partages d'expériences, ces cercles de femmes qui nous semblent aujourd'hui si inédits,
Ils existaient en fait déjà dans les années 60 et 70, puis ils ont disparu. Ne jamais rien tenir pour acquis. Avant d'écrire, Griffin a donc beaucoup écouté. Comme le dit Mary Daly, une autre poétesse féministe de la même époque, au commencement était l'ouïe. Griffin a tendu l'oreille, et son ouïe a perçu des histoires que la parole publique, la littérature et les médias ne racontaient pas. Histoires de violence du point de vue des victimes, histoires de maternité, de désirs secrets, de rêves brisés, et tout ce tissu des vies quotidiennes de femmes réputées sans intérêt. Dans cet espace parallèle où les langues se délient, elle a entendu des mots interdits. Sans commentaire, Griffin expose la violence de cette silenciation par le discours patriarcal. Et il fut observé que la femme est moins évoluée que l'homme. Les hommes diffèrent autant des femmes, fut-il remarqué, que les plantes des animaux. Que l'évolution de la femme s'est traduite par une voix plus fluette et plus aiguë, un larynx plus petit, moins de globules rouges et un système nerveux moins complexe. Nos voix diminuent. Que le développement ultérieur du pied, plus court chez la femme, doit être un atavisme, puisqu'un pied court est clairement indigne d'un animal noble. Nous devenons moindres. Et il fut observé que la masse cérébrale de la femme est moindre. Nous devenons moindres. Que, manquant de raison et de moralité, la femme forme comme l'étape intermédiaire entre l'enfant et l'homme qui, lui, est authentique être humain. Et on dit que le silence est naturel en nous. Mais bien sûr, Griffin ne s'en tient pas là. Le bruissement de paroles inouï qu'elle a entendu dans les groupes de prise de conscience, elle l'écoute, l'amplifie, l'exprime de plus en plus tout au long du livre, comme en une caisse de résonance. Dans la préface, elle raconte. Vous remarquerez que le livre possède 2 voix. J'ai écrit la première partie en empruntant celle que je considère maintenant comme une parodie de voix patriarcale. Je me souviens très clairement d'une nuit où je me suis réveillée en sueur, inquiète d'avoir créé un problème insoluble en écrivant avec ces 2 voix, jusqu'à ce que, après m'être rendormie et réveillée à nouveau, je me rende compte que le conflit entre ces 2 points de vue donnerait au livre une structure narrative dramatique. Le conflit qui constitue la base de ce livre ne se situe pas, comme certains l'ont supposé par erreur, entre les hommes et les femmes. Cette opposition était sans conteste le reflet d'un conflit intérieur, dont j'avais fait l'expérience. Conflit partagé, je le suppose, par beaucoup d'entre nous dans ce monde moderne, entre 2 visions différentes de l'existence. Entre d'une part ce que j'avais ressenti enfant quand je parlais à ma chienne et que je savais pertinemment qu'elle me comprenait, ou quand j'écoutais la mélodie du vent dans les arbres, comme s'il s'agissait de messages divins. Et d'autre part, une éducation qui m'avait appris qu'assigner de l'intelligence et de l'esprit au monde naturel équivalait à s'abandonner à un état d'esprit insensé, ce qu'on appelait de façon éloquente l'illusion anthropomorphique. La structure extrêmement originale de ce livre peut être lue comme un chemin de résolution de ce conflit. Peut-être pas de réconciliation, mais au moins de dialogue entre ces 2 voix qui nous habitent toutes et tous. Dans la première partie de l'œuvre, c'est une voix patriarcale qui s'exprime, en caractère romain, ce qui traduit visuellement son caractère « normal » entre guillemets. Les autres voix ne s'autorisent que d'exceptionnelles incursions en italique, par la tangente. Mais peu à peu, la voix du patriarcat se trouve parasitée, fissurée par ses contre-champs de plus en plus insistants. La matrix, ou plutôt la patrix, se craquelle et apparaît pour ce qu'elle est, une simple histoire, un récit qui n'a pu se faire passer pour la vérité, unique et objective qu'en forçant au silence toute voix dissidente, réduite à la subalternité. Mais dans les interstices, peu à peu, une lueur transparaît, la possibilité pour un nouveau récit. En soi, l'effet est déjà saisissant, mais là où cela devient vraiment subtil, c'est que Griffin ne se contente pas de substituer progressivement une voix, celle de la femme et la nature, à une autre, celle de l'homme, jouant au nous contre eux. Non loin de remplacer une perspective monofocale par une autre, elle orchestre une époustouflante polyphonie. Elle crée un entrelac de différents types de discours, provenant de différents locuteurs, traduisant différentes perspectives. Elle entrechoque les mots, les paroles, les discours. On pourrait comparer les faits à une sorte de cubisme littéraire. C'est comme si enfin on percevait la réalité sous différents angles à la fois, comme dans un kaléidoscope, au lieu de n'en avoir qu'une vision surplombante et tronquée, aplatissant toute aspérité. Ces voix sont parfois en guerre, parfois en amour, comme dans la toute fin de l'œuvre dont nous allons vous faire écouter les derniers mots. Tes yeux, Tes yeux, le soleil se trouve dans tes yeux.
Je t'ai fait sourire. Tes lèvres s'écartent. Le soleil se trouve dans ta bouche. Est-ce moi qui ai fait naître le soleil dans ta bouche? Je pose ma bouche sur la tienne. Pour recouvrir cette lumière. Pour l'inspirer. Ma langue dans ta bouche. Tes lèvres sur ma langue. Ton corps empli de lumière, de lumière. Frémissant, tu me fais frémir. Tu provoques la montée du mouvement de la terre en moi, parce que je sais que je suis faite de cette terre. Comme les mains de ma mère étaient faites de cette terre. Comme ses rêves sont venus de cette terre, et... Tout ce que je le sais de cette terre. Le corps de l'oiseau. Ce stylo. Ce papier. Ces mains. Cette langue qui parle. Tout ce que je sais me parle à travers cette terre. Et j'ai envie de te le dire. Toi qui es aussi faite de cette terre. Et qui écoute. Comment ça s'est passé d'ailleurs ton parcours d'exploration de ta propre voix? Oui, ça a été un long chemin, parfois laborieux, parfois joyeux. Et je dis que le chemin d'ailleurs n'est pas fini et qu'il ne sera jamais fini. Jusqu'à ma mort, je continuerai à cheminer avec ma voix. Et en fait, comme je le dis en fait dans le livre que je suis en train de finir avec mon amie Anne-Laure Cabos qui est conteuse, on a un duo en fait conte et chant, et Très Daniel a voulu avec nous sortir un livre, donc avec un CD audio qui contient en fait ce duo conte et chant, et puis un livre qui parle de nos pratiques respectives. Et donc dans ce livre justement, ça m'est venu comme ça en l'écrivant. Je me suis dit, mais j'aurais aimé en fait, je devais avoir 19 ans lors de mes tout premiers cours de chant, et comme je le fais dans mes cercles, tu sais bien, on l'a fait plusieurs fois, les chants d'oreille, et simplement accueille ta voix, accueille-la avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, accueille-la, écoute-la, savoure cette voix-là. Et moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là quand j'ai commencé mes cours de chant à 19 ans. J'étais très très dure avec moi-même, quoi. Mais ça reflétait aussi mon rapport à moi-même, avec mon corps, avec mon être, en fait, où je voulais que je m'acceptais pas. Donc, je voulais toujours avoir une voix plus ample, plus riche, moins claire, enfin voilà. C'est la voix, c'est un parcours laborieux. Mais c'est pour ça, je pense que je suis contente d'avoir eu ce parcours, parce que je pense qu'avec tous ces doutes, tous ces tâtonnements, ces exigences et ces peut-être même ces rendez-vous manqués parfois avec ma voix, je crois qu'aujourd'hui j'ai beaucoup en tout cas d'ouverture pour accompagner les personnes dans l'exploration de leur propre voix. Et pour moi, comme je l'écris aussi dans ce livre, pour moi en fait le chant c'était un enjeu de vie ou de mort, vraiment. Je veux dire que c'était vital, il fallait que je chante, il fallait que je puisse partager au monde ce que je sentais au fond de mes entrailles, dans mon ventre, quoi. Et partager, j'allais dire cette beauté, parfois c'est beau, parfois c'est moins beau, tout ça c'est subjectif, mais en tout cas, partager cet élan de vie, peut-être tout simplement. Ouais. Il y a eu des moments sur ton parcours qui ont été déterminants justement dans cette exploration, où tu as découvert des choses sur ta voix dont tu ne te doutais pas. Est-ce que tu as un exemple? Parce que... j'aurais plein d'exemples, notamment avec Jean-Yves Pénafiel, avec qui que j'ai rencontré, je pense que je devais avoir 25 ans, au sein des Glottes Trotter, qui est une école de Martina Catella, qui est une grande ethnomusicologue, qui a formé beaucoup de chanteuses très connues aujourd'hui, qui est une magnifique pédagogue de la voix. Et donc, chez elle, j'ai rencontré Jean-Yves Pénafiel, qui m'a fait découvrir le chant de gorge inuit. En fait, dans les ateliers avec Jean-Yves, donc vraiment d'improvisation, qui sont très libres et à la fois avec des règles précises, mais quand même vraiment dans une optique de liberté, j'ai découvert très souvent, grâce aux autres voix des personnes, d'autres chemins en moi que j'aurais jamais trouvé toute seule, en fait. C'est pour ça que le chant spontané a plusieurs voix. C'est magnifique, parce que les gens t'inspirent, t'emmènent comme dans une balade, on te prend par la main et puis tu te laisses guider, puis parfois c'est toi qui guides, et parfois on sait plus qui guide ou qui est guidé. C'est voilà, ce serait comme un tango égalitaire, quoi. Ouais, c'est beau. Et c'est très beau. Mais je sais que le chant de gorge m'a beaucoup appelée quand je l'ai entendu pour la première fois. Et c'est seulement, donc peut-être, c'est ça, 20 ans plus tard, en fait, avec Jean-Yves, dans un stage en été, qu'on a repris donc c'est des jeux vocaux, en fait, inuits,
Les gens commencent à connaître un petit peu, là, ça circule un peu sur les réseaux sociaux. Et c'est les femmes au Nunavut qui chantent ces chants et qui se répondent en contretemps, en fait, sur des mêmes phrases qui sont répétées. Et en fait, en réécoutant ces chants avec Jean-Yves pendant ce stage cet été-là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je réussisse à trouver ces sons rauques dans ma voix. J'arrivais, en fait, à faire le chant contre chant en contretemps, mais j'avais pas cette voix rauque, quoi, qu'on n'entend pas forcément beaucoup chez les chanteurs, enfin, à part moi. J'ai mon amie Marie-Pascale Dubé qui chante très bien ses chants inuits, qui est d'origine canadienne. Mais je me suis dit, bon, il faut que je le trouve. Et j'ai trouvé toute seule, en fait. Au cours de ce stage, je me rappelle, le matin, le midi, le soir, je me baladais avec les enregistrements dans la campagne et j'écoutais et je cherchais. Parfois, je me faisais mal, hein. Je descendais, je cherchais. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé ce truc-là. Bon, mais c'est juste un extrait. Mais j'ai trouvé ça sur une route de campagne. Je me suis dit, mais ça y est, enfin, j'ai trouvé voilà, cette voix rauque, quoi. Et avant, je la trouvais pas. Et quand je l'ai trouvée, j'étais là, c'était vraiment, mais enfin, pour moi, ça a été fondamental. Comme si je découvrais que j'avais des jambes pour marcher, en fait, vraiment. Et c'est, en fait, ce qui est fou pour moi, c'est comme si je retrouvais l'autre partie de ma voix, parce que jusque-là j'avais une voix plutôt aiguë, plutôt claire, voilà, agréable, mais j'avais pas toute cette dimension sauvage, animale, rauque, qui pour moi m'appelle beaucoup parce que le sauvage m'appelle. Et du coup, quand j'ai découvert ce chant-là, cette voix rauque, gutturale, là j'ai l'impression d'avoir trouvé toutes les racines et la terre de ma voix, en fait. Voilà, j'étais plus dans le ciel et là j'ai trouvé ma terre. Alors en plus je suis quelqu'un de très terrestre, terrienne, j'aime la terre. Et du coup là voilà, j'avais l'impression qu'enfin ma voix était pleine, même si elle l'est jamais assez. Et voilà, elle va l'être de plus en plus. mais voilà. Et c'est comme si du coup voilà, ces graves viennent enrichir les aigus enrichissent les graves. Enfin c'est tout. C'est une espèce d'équilibre en fait. Complètement. Ouais, tout à fait. C'est l'heure de la saga lunaire de Stéphanie Lafranc, aka la tisanière tatouée. D'une lune à l'autre, je vous conte ma saga lunaire. Aujourd'hui, guidance de la pleine lune du 19 décembre en Gémeaux. Il était une fois une vieille femme, de celles qui vivent en marge, au bord des mondes et à la frontière des villages. Elle traverse les chemins de neige, bâton de chêne à la main, et parle. Son discours n'est pas une logorée. Au contraire, il est langage divin, dialecte babylonien. Elle répond, échange et communique avec tout ce qui l'entoure, tous les règnes et toutes les formes de vie. La pleine lune de décembre est cette présence ancienne, qu'on la nomme Hécate ou Kailak Bera. Elle incarne la fin du cycle. La dernière pleine lune de l'année calendaire nous demande de refermer les portes sur ce qui doit rester derrière nous et ce qui doit mourir de 2021. Jusqu'au solstice du 21 décembre, nous allons traverser à la fois un temps de clôture, mais aussi de guérison. Et cette guérison va passer par notre capacité à retrouver notre verticalité au milieu du tourbillon émotionnel qui nous emporte. Le dessein de cette pleine lune est de faire face à l'incroyable
déferlante d'émotions qui nous submerge. Car entre le 19 et le 21 décembre, il va nous falloir accepter que les ténèbres gagnent sur la lumière. Et tandis qu'ils se répandent et recouvrent de néant, un à un, tous les foyers étincelants, nous devons lâcher prise sur nos peurs pour pouvoir nous concentrer sur notre propre éclat et lui offrir tout l'espace intérieur possible pour s'accroître et amplifier. C'est ainsi que cet Esba est celui que l'on nomme la lune des nuits. Car vous l'aurez compris, il annonce l'entrée dans l'hiver, dans la saison immobile des rêves, et le ralentissement nécessaire pour découvrir la voie de notre propre médecine. Cette lune amorce un temps d'arrêt pour observer nos relations, nos besoins, nos attirances, nos désirs, et voir où l'amour le plus pur peut encore se déposer pour nous émerveiller. Ayons conscience qu'aussi simple que paraisse le sortilège, c'est de l'amour authentique que va émerger notre guérison dans les mois qui viennent. Que cet amour va nous guider car il concerne absolument tout. Nos partenaires, nos amitiés, nos familles d'âme, nos professions, nos créations, nos choix et surtout nous-mêmes. Il appelle de toutes ses forces notre capacité à nous poser et à faire preuve de la plus grande lucidité envers nos ressentis. Cette introspection est la piste qui nous mène vers la cicatrisation de notre plus profonde blessure. Elle nous conduit à élever notre niveau de conscience pour appréhender les clés qui s'y trouvent cachées. En ouvrant ces portes, nous recouvrirons au fil des semaines notre axe intérieur, notre capacité à résister, à perdurer, à nous tenir debout face à la rudesse du monde. Trouver la lumière grâce à nos ressources intellectuelles, spirituelles, physiques est le défi de ce passage lunaire. Si nous le relevons, il nous permettra d'acquérir une structure stable, une maison intérieure, pour y laisser grandir nos rêves jusqu'au retour de la saison claire. Je vous souhaite une belle pleine lune. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu appelles la maïeutique vocale, l'exploration des voix? Enfin, moi, j'ai eu l'occasion et ça m'a fait beaucoup de bien de faire une séance de maïeutique vocale avec toi. C'était un moment où je me sentais très vulnérable et où j'avais grand besoin de guérison et d'exprimer des choses très subtiles et ça m'a beaucoup aidée. Et du coup, j'aimerais savoir, que tu m'expliques un petit peu comment tu es venue à proposer ces maïeutiques vocales, en quoi ça consiste, pour que les auditrices puissent comprendre un petit peu ce que c'est. Oui. Alors, les maïeutiques vocales, c'est venu un peu plus tard que les cercles de chant spontané, quand j'ai commencé, donc il y a 4 ans maintenant. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça. C'est drôle. C'est venu un peu plus tard. En fait, je crois qu'au bout d'un certain moment, les cercles, je me sentais bien dans les cercles, ça marchait bien. Et je me suis dit, mais j'aimerais proposer aussi des accompagnements en individuel, aussi parfois parce que je rencontre quand même beaucoup de personnes viennent à moi en me disant, je sais pas si j'ose, c'est difficile, j'ai toujours voulu chanter mais j'ai jamais pu, on m'a toujours dit que je chantais faux et à chaque fois ça me brise, non, je vais pas dire que ça me brise le cœur, mais ça me fait mal au cœur quand j'entends ça parce qu'on est en fait très nombreux à être brimés sur le chant. Et pour moi, le chant, je pense que ça peut nous accompagner au quotidien. C'est comme la danse. C'est vraiment un art qu'on pourrait vraiment incorporer dans notre vie beaucoup plus, quoi. La maïeutique vocale m'est apparue. En fait, je me suis dit, je vais commencer les accompagnements en individuel. Et comment je vais appeler ça?
ce mot de maïeutique est venu. J'adore ce mot-là. Depuis mes cours de philo en classe de première au lycée. La maïeutique, voilà, cette démarche de Socrate d'accoucher, de faire accoucher l'autre avec la parole. Et moi, je me suis dit, la maïeutique vocale, faire accoucher, accompagner l'autre dans l'accouchement de sa propre voix. Je vais appeler ça comme ça. Et du coup, j'ai proposé donc avec le tambour. Donc le tambour et moi, on a une place égale, tout aussi importante dans la maïeutique. Et donc à chaque fois, chaque maïeutique est très différente. Vraiment, ça dépend vraiment de la personne, de ses besoins, de là où elle en est, de ce qu'elle attend, de ce qu'elle est prête à recevoir, de son intention. Et on va venir accueillir sa voix. On a parlé du coup de la maïeutique vocale, mais tu as fait aussi dans ton parcours, et j'aurais bien voulu qu'on l'évoque, tu as expérimenté le chant à l'hôpital. En quoi ça a été une expérience importante pour toi ? Ouais, ça a été très important. Alors, il y a deux choses, en fait, par rapport à l'hôpital. J'ai chanté bénévolement, alors moins maintenant, avec tout ce qui se passe. J'ai chanté régulièrement dans un hôpital au service de rééducation, donc pour les personnes qui étaient quand même, en général, assez blessées, qui venaient souvent au fauteuil. Et je chantais là du répertoire folk, je chantais aussi un petit peu avec mon tambour. C'était pas du chant spontané là? Non, alors là c'était surtout de la folk en fait. J'avais pas encore osé complètement introduire le chant spontané. Mais il va venir de plus en plus. J'aimerais bien revenir en hôpital. Mais en tout cas, ce que ça m'apportait, moi, je sentais vraiment. J'adore chanter sur scène. Et là, je trouvais que je sentais vraiment, que l'atmosphère vraiment avait changé par rapport au début, avant que je commence à chanter. Et après, vraiment, il y avait quelque chose qui s'était transformé. On sentait qu'il y avait un besoin et que là, ça venait nourrir quelque chose, vraiment de l'ouverture, de la détente, de la joie, voilà. Et pour moi, ça, c'est... du coup, le chant prend tout son sens, là, de chanter pour les autres. Après, il y a une autre expérience que j'ai, à laquelle je veux revenir absolument, mais en ce moment, encore une fois, c'est pas facile, dans le contexte de la pandémie. C'est les soins palliatifs. Donc, j'ai été bénévole en soins palliatifs pendant 2 ans, quand j'avais 25-27 ans. Donc, ça remonte déjà à un moment. Donc là, j'étais simplement visiteuse bénévole. Donc, je venais parler avec les gens. Parfois, c'était simplement du silence échangé. Donc, je rentrais dans les chambres des personnes en fin de vie et on échangeait quelques mots, des regards, des sourires, une caresse sur la main. Et j'ai eu certainement j'ai vécu un rite initiatique là qui m'est venu sans que je m'y attende. C'est qu'un jour je suis rentrée je me sens appelée en fait en arrivant dans l'unité de soins palliatifs. C'était au Diaconesse à Paris et je me sens appelée par une chambre. On m'avait dit, les infirmières m'avaient dit que la vieille femme qui était là allait certainement pas vivre encore très longtemps. Et j'ai senti que ma présence, pouvait être utile, quoi. Donc j'ai poussé la porte et la chambre était plongée dans l'obscurité. C'était un soir d'hiver. Et en fait, je me suis vite sentie impressionnée parce que la voix le souffle, la respiration plutôt, de cette vieille femme était très empêchée, très encombrée. Et j'étais impressionnée et autant pour me rassurer moi que pour apporter un soutien, j'ai commencé à murmurer. Et je me suis assise auprès d'elle et puis je me suis dit est-ce que je reste, est-ce que je suis bienvenue? J'ai senti que j'étais bienvenue, que c'était bien que je reste là, donc j'ai murmuré un bon moment. Puis j'ai continué à murmurer et puis j'étais là. C'était une berceuse, quand je dis murmurer, c'est qu'on n'a pas le terme en français, c'est hum. En anglais c'est humming, donc c'est chanter en murmurant. Et j'adore ce terme anglais. Et du coup j'ai murmuré un long moment cette berceuse et puis mon chant s'est étoffé, mais une berceuse toute simple, quoi.
Et puis j'ai senti que, assez rapidement en fait, j'ai senti qu'elle se pacifiait, que la respiration devenait moins empêchée, en tout cas plus douce, moins impressionnante que quand j'étais arrivée. Et puis ça elle s'est calmée de plus en plus et j'ai senti que j'étais bienvenue là et j'ai continué à chanter et puis au bout d'un moment la respiration s'est arrêtée et puis c'est le silence qui est arrivé. Et puis bon, rapidement les machines se sont mises à biper parce que c'était là, voilà, elle était partie, elle était morte. Et en fait je suis restée là un moment, j'avais pas envie d'aller appeler les aides-soignantes, j'ai eu vraiment envie de rester là un moment dans le silence avec elle pour vraiment partager ce silence qui était vraiment plein, vraiment j'étais tellement je sais même pas comment dire. Moi, je sais pas comment dire. C'était un moment tellement fort et je m'attendais tellement pas à ce qu'elle parte au moment où j'étais là, en fait. Qu'elle choisisse de partir au moment où je suis venue à son chevet. Je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie, je crois. Vraiment. Et voilà, elle m'a beaucoup donné, cette femme. Et j'y repense régulièrement. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais quand je parle de passeuse-chanteuse. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment déployer dans ma vie. C'est être là pour les personnes en fin de vie et aussi pour les femmes qui accouchent. Oui. Vraiment être là pour les naissances et être là pour les personnes en fin de vie. Et on parle de l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, mais j'aimerais vraiment être la chanteuse qui murmure à l'oreille des personnes voilà, en fin de vie ou qui ont besoin d'un réconfort. Et je dis pas, et la voix n'a pas besoin d'être extraordinaire, j'ai pas une voix extraordinaire. Et en même temps, j'ai une voix, voilà, je sais que je peux rentrer dans la vulnérabilité. Et c'est vraiment une autre chose que j'apporte beaucoup dans mes cercles et qui pour moi, et je pense que c'est l'essentiel, c'est la vulnérabilité. Et ces chants d'oreilles dont on parle, que tu aimes tant, c'est vraiment, voilà, comment j'accepte comment je renonce à résister à cette force de gravité, là, et je descends dans mon corps, dans ce corps de chair tendre, c'est de la chair tendre, notre corps, même si on a été conditionné, on n'est plus des nouveau-nés, mais malgré tout, on est quand même des nouveau-nés quelque part. Et ben c'est comment je descends dans la tendresse de ma chair et je laisse cette tendresse chanter. Et du coup, là, c'est un massage, c'est de la guérison pure, quoi, à l'oreille de la personne, qui la reçoit dans tout son être, pas seulement dans ses tympans, quoi. C'est dans ses os, dans sa peau. C'est vraiment le chant de l'être. Ouais, je me souviens très bien du tout premier cercle auquel j'avais participé, où je m'étais sentie appelée et tu m'avais prodigué ce chant d'oreille. Et ça a été une immense émotion pour moi. Ouais, je me rappelle très bien. De vivre ça. C'est un grand soulagement. Et oui, beaucoup de guérison. Beaucoup de guérison pour pouvoir vivre cette émotion de manière fluide, en fait. Simple et douce. Je me souviens de tes larmes. Ouais, c'était puissant. À la fois quand je t'ai écouté, puis après quand tu m'as proposé aussi de chanter. C'est-à-dire que c'est l'écoute et aussi l'émission de ma propre Bien voix. sûr. Qui ensuite... et je me souviens très bien que tu m'avais invitée à... parce que je pleurais en même temps. Et tu m'avais invitée à accompagner cette émotion. Oui, à chanter à travers elle. Voilà, à chanter à travers elle. Et c'était magnifique. C'était... J'en garde un souvenir très important. Oui. Je te remercie. Merci, Sabrine. Écoutons un extrait d'une de tes chansons intitulée As Light As. How I were as light as this butterfly. Remember when I was just a child,
I wish I were as bright as this firefly, dancing with words in front of the crowd. Like silence, silence lies my company, quiet and still, just like in a dream. Moi, j'ai une dernière question. J'aimerais savoir ce que représente la figure de la sorcière pour toi. La sorcière. Beaucoup de choses. Je crois que je me sens pleinement et totalement et joyeusement sorcière. Pour moi, c'est White Witch, c'est la sorcière blanche. Alors c'est la sorcière blanche dans le sens de la bonne sorcière. Ah oui, la guérisseuse. Oui. On dit White Witch en anglais, mais je me rappelle avoir lu ce roman d'Elizabeth Goudge quand j'étais jeune, peut-être je devais avoir 15 ans, même pas, qui s'appelait White Witch, de cette sorcière guérisseuse qui prépare ses onguents, qui guérit les gens qui passent devant sa porte. Enfin, et moi, je me sentais, je crois que je me sentais déjà comme ça. Et j'ai une mère guérisseuse, très originale, qui connaît bien les plantes, et j'ai été influencée par elle et enseignée, et je me sens sorcière quand je vais, pendant le confinement, j'ai réussi à survivre, j'habitais heureusement sur le bois de Vincennes, et j'allais cueillir mes orties à main nue pour faire mes soupes, et comme ça, je me sentais un peu plus vivante, malgré la violence du confinement. Donc voilà, c'est aller chercher aller cueillir des orties à main nue, manger des poudres de pissenlit et des poudres d'ail des ours que ma mère me fait, des poudres d'ortie qui sont des miracles de la nature. Pour moi, la sorcière, elle est très liée à la nature. C'est vraiment une femme, ou un homme sorcier d'ailleurs, hein. En tout cas, je vais parler de femme pour mon cas, pour moi-même. C'est vraiment une femme qui est totalement liée à la nature, qui connaît la nature. En tout cas, moi, j'ai une petite connaissance. J'aimerais qu'elle s'approfondisse de plus en plus, mais qui sait vivre avec les cycles de la lune, qui reçoit à chaque fois les inspirations de ces moments particuliers de la lunaison. C'est cueillir les plantes, les comestibles. Moi, j'adore, en fait. Et puis c'est être... pour moi, c'est être sauvage, c'est se baigner nu dans les lacs. Dès qu'il y a de l'eau, c'est aller se baigner. C'est honorer l'eau, c'est prier à l'eau, à la terre. C'est faire ces rituels. Et puis, c'est la guérison. C'est vraiment se connecter à une intuition, un instinct et à une mémoire qu'on a au fond de soi, en fait, et qui réémerge autant qu'on veut si on veut bien l'écouter, quoi, et puis la prendre dans ses mains. Ouais. Il y a plein d'autres choses à dire sur la sorcière, mais je sais pas ce qui me vient là. Oui, je trouve une belle conclusion. Merci Capucine. Merci Sabrine, merci tellement. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Merci du fond du cœur à Capucine Lafay-Aymard pour sa confiance, ainsi que le partage de son parcours. N'hésitez pas à tenter auprès d'elle l'expérience du chant spontané. Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur son site, lavoixchamane.com, ou sur sa chaîne YouTube, Capucine, la voix chamane. Son ouvrage coécrit avec Anne-Laure Cabos paraîtra en mars prochain aux éditions Trait Daniel et s'intitule La voix de l'invisible, contes et chants du chaman intérieur. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez écouter dans leur intégralité les titres qui composent la bande-son de ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et qui sont extraits de l'album de Paola Yvelin et Sophie Rock, Gang of Witches, Patriarchy is Burning. Vous pouvez aussi nous soutenir en notant ou commentant cet épisode sur Apple Podcast ou bien sûr en le partageant. Merci de votre écoute, chères sorcières, et rendez-vous à la prochaine pleine lune. C'était le podcast de Gang of Witches, présenté par Sabrine Kasbaoui. On vous dit à la prochaine pleine lune. D'ici là, prenez soin de vous. I'm calling upon
witches everywhere, my witches everywhere. I'm calling upon my sisters everywhere, my brothers everywhere. The time has come together. We are stronger.